En commençant par la désignation des secrétaires de séance Noémie Kermabon et Bertrand Vanier, avec des pouvoirs de Anne Tachen à Marie-Caroline Douceret, Françoise Doroc à Bertrand Vanier, Anne Hidalgo à Florian Sidbon, Anne-Charlotte Buffetot à Agathe Charpentier, Anne-Claire Tissandier à Marc Esclapez, Caroline Duc à Maud Gattel, François-David Craven à Marie Toubiana, Fabrice Orlandi à Olivier Rigaud, Jean-François Lamour à Daniel-Georges Courtois, Jean-Marc Boulanger à Gérard Gaillet, Louisa Ferrat à Hubert Martinez, Valérie Giovannucci à Jean-Yves Pinet. Quoi, c'est le contraire? Bon, Jean-Yves Pinet à Giovannucci. Merci de cette rectification. Alors, avant d'entreprendre l'élection de deux nouveaux adjoints à la suite de la démission de Yuma Niare et d'Alphée Roche-Noël, je souhaite la bienvenue à Louis Baptiste qui rejoint nos rangs. Il peut se lever pour qu'on puisse le voir, l'admirer, l'applaudir. Né dans le 15e arrondissement, il a longtemps vécu près de Ballard avant de s'installer dans le quartier Brassens, investi dans la vie locale, il était conseiller de quartier ou encore président d'associations organisant diverses manifestations culturelles, notamment les Journées Georges Brassens. C'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps. Sa famille est une grande famille ancienne du 15e. C'est un habitué du terrain. Il mène toujours une carrière dans le privé au sein d'un grand groupe automobile français dont il intègre le comité de direction de l'une de ses entités mi-2018 et dont il est aujourd'hui directeur financier. Voilà. Alors, vous savez que deux adjoints ont démissionné pour des raisons personnelles, puisqu'ils changent de vie, de tout. Bon, voilà, c'est comme ça, et surtout de lieu d'habitation, mais pas seulement. Le conseil d'arrondissement est donc amené à procéder à l'élection de nouveaux adjoints à bulletin secret à la majorité, celui des suffrages. Je précise que d'ailleurs, Alphée Roche-Noël reste conseiller d'arrondissement. Il démissionne juste de son poste d'adjoint. C'est la raison pour laquelle il n'y a que Louis Baptiste qui monte dans notre conseil. J'ai reçu deux candidatures, celle de Louise Agathe Charpentier et de Nicole Schneider. Elles le confirment toutes les deux. Oui, pas de regret, c'est sûr. Donc nous avons nos scrutateurs, nos deux Benjamin, Noémie Kermabon et Bertrand Vanier. Donc vous connaissez la procédure. Deux assistantes vont distribuer à chaque élu les deux bulletins et un bulletin blanc avec les enveloppes correspondantes. Pour les élus qui ont des pouvoirs, deux bulletins vous seront remis, demandez-les. Et comme l'ordre du jour est chargé comme d'habitude, je vous propose que le vote puisse se faire sur table et qu'une urne vous soit présentée à votre place. Donc l'urne circulera. Comme d'habitude. Pour les élus qui le souhaitent, un isoloir est à votre disposition pour mettre votre bulletin dans l'enveloppe. Les assistantes passeront dans les rangs avec l'urne afin que chaque élu puisse voter et ils émargeront de façon concomitante. Le conseil se déroulera pendant les opérations de vote. Les élus scrutateurs qui procéderont au dépouillement ensuite seront assistés par Monsieur Grosjean et Monsieur Joiry. Voilà, et c'est Joaris Girls qui complétera la feuille de dépouillement et me la remettra pour l'annonce des résultats. Voilà. Une autre précision, si elles sont élues, Louise Agathe Charpentier deviendra adjointe chargée des conseils de quartier Vaugirard, Parcs d'Exposition et Citroën Boussicot, et Nicole Schneider, adjointe au maire chargée des aînés et du lien intergénérationnel. Et Louis Baptiste sera conseiller, peut-être le seul à Paris d'ailleurs, conseiller d'arrondissement délégué chargé du budget participatif. Voilà, je propose que nous passions... Oui, monsieur Sidbon. Juste pour dire qu'on ne prendra pas part au vote comme la dernière fois, voilà, formellement. Absolument, comme à l'accoutumée. Merci de cette information. Donc, voilà, je crois que vous pouvez commencer votre travail, mesdames, messieurs.
Bien. Il me reste donc, avant le début de nos travaux, à faire adopter les procès-verbaux, d'abord du Conseil d'arrondissement du 26 novembre 2018. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'avis négatif, est adopté. Idem pour l'adoption du procès-verbal du Conseil d'arrondissement en présence du SICA du lundi 3 décembre. Pas d'observation, pas de vote contre, est adopté. Je vous propose d'étudier maintenant de façon groupée les projets 5 et 6, DU 26 et vœux 2019-03, qui est la cession à la RIVP du lot de copropriété numéro 1 dans l'immeuble 135 bis rue Castagnari, avec un vœu rattaché à la maire de Paris, présenté par les élus de la majorité du 15e sur cette délibération. La parole est à Monsieur Rigaud pour présenter le vœu et observations sur le projet de délibération. Monsieur Rigaud a la parole, et lui seul. Voilà, merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, alors dans le cadre de mon intervention, je présenterai le vœu attaché à cette délibération. La ville de Paris persiste dans sa logique de densifier en logements sociaux des secteurs déjà largement pourvus. Cette densification touche une fois encore le secteur Castagnari, une densification qui indéniablement perturbe les équilibres sociaux et met à mal la mixité sociale, notion si souvent mise en avant par la ville de Paris, mais bien mal mise en pratique sur le terrain. Cette fois, il s'agit du 135 bis rue Castagnari. La ville de Paris a instauré sur cette parcelle une réserve 100% logements sociaux au plan local d'urbanisme. Manifestement, une façon de contraindre le propriétaire du lot numéro 2 à vendre à terme son bien à la ville de Paris, ce qui s'est passé en 2018, la maire de Paris déléguant au bailleur social RIVP son droit de préemption en vue de réaliser un programme de 13 logements sociaux. Au passage, nous pourrions nous étonner du montant de l'estimation faite du bien par le service local du domaine, soit 840 000 €, soit seulement 56% du prix demandé par les propriétaires, qui en demandaient 1 500 000 €. Il est vrai qu'à défaut d'accord amiable sur le prix, les propriétaires du lot numéro 2 auraient dû solliciter la juridiction compétente en matière d'expropriation, les délais de procédure étant au minimum de 2 ans, 3 à 4 ans en cas de procédure d'appel, délai particulièrement dissuasif, vous en conviendrez, surtout si le propriétaire est pressé de vendre. Après ce premier constat sur l'évaluation du bien, je note parmi les pièces annexées au projet de délibération l'avis du service local du domaine de Paris, un document qui mentionne au paragraphe 6 urbanisme, zone de déficit en logement social. Comme vous le savez, mes chers collègues, pour qualifier cette zone en zone de déficit de logement social, la ville de Paris se réfère à des données statistiques 2016 de l'APUR, Atelier parisien d'urbanisme, et de l'INSEE. Données qui définissent ce qu'on appelle des îlots regroupés pour l'information statistique de type habitat ou IRIS de type habitat. Nous débutons l'année 2019 et vous en conviendrez, ces données sont anciennes. Par ailleurs, à Paris, le calage des limites d'IRIS est réalisé sur les limites administratives d'arrondissement, de quartier et sur les tronçons de voies. Se référer à l'analyse des IRIS pour dire si une zone est ou non une zone de déficit en logement social est non seulement un raisonnement imprécis du fait de l'ancienneté des données, elles sont de 2016, mais surtout contestable car il ne prend pas en compte la composition des IRIS voisins. Or, le secteur Castagnari comptabilise près de 550 logements sociaux, dont les parcelles mitoyennes au 135 bis, les 131 à 133, le 132, les 139 à 141 rue Castagnari. Par ailleurs, sur le secteur, la rue Castagnari débouche au niveau du 106 rue Brancion, c'est-à-dire à proximité immédiate de la cité des Périchots. De même, la rue Brancion, depuis la rue Castagnari jusqu'au boulevard Lefebvre, est bordée par des logements sociaux. Pour compléter ce tableau, nous pourrions citer les constructions récentes de logements sociaux au 108 rue Castagnari et rue du Bessin, ou celle du 3941 rue Castagnari. Ou encore, le programme en cours de réalisation au 69 rue Castagnari sur le terrain de l'ancienne entreprise de poissonnerie La Criée du Phare, soit 250 logements pour étudiants, jeunes travailleurs et travailleurs migrants. Nous pourrions citer enfin
l'extension du droit de préemption urbain renforcé en 2015, ou des PUR, à 251 copropriétés parisiennes, dont 9 situées dans le périmètre de la rue Castagnari. Pour rappel, il s'agit des 52, 54, 60, 62 et 66 rue Castagnari, 32 rue Jacques-Baudry, 57 rue Labrouste, 13 et 26 rue Chauvelot. Néanmoins, mes chers collègues, notre marge de manœuvre reste étroite. En effet, les deux lots du 135 bis rue Castagnari sont une parcelle classée 100% de logements sociaux au PLU. Nous sommes bien obligés d'en tenir compte. Il nous reste donc à prendre au mot la mairie de Paris qui nous explique dans le libellé de la délibération 2019 DU 26 s'être fortement engagée, je cite, ouvrez les guillemets, dans la préservation de la diversité sociale, fermez les guillemets, et à lui demander que la nouvelle opération de logements sociaux au 135 bis rue Castagnari soit programmée pour des logements PLS, prélocatifs sociaux, afin de préserver la mixité sociale, ou ce qu'il en reste sur ce secteur, et d'aider les classes moyennes qui ont tant de mal à se loger dans notre arrondissement à trouver un logement. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Sinon, je passe la parole à la rapporteure du texte, Madame Clermont-Tonnerre. Merci, Monsieur le maire. Je profite de cette délibération pour regretter, Monsieur le maire, qu'en dépit de vos demandes réitérées, la mairie de Paris n'ait pas jugé utile de réaliser une étude urbaine pour un réaménagement ambitieux et harmonieux de la rue Castagnari. S'agissant du bâtiment du 135 bis, compte tenu de son état dégradé, nous ne nous opposerons pas à la réalisation de l'opération de construction neuve envisagée par la RIVP sur ce site. En revanche, compte tenu du grand nombre de logements sociaux réalisés dans ce secteur depuis 2008, et comme vient de le rappeler notre collègue Olivier Rigaud, nous demandons que l'opération de construction qui nous est proposée soit fléchée en PLS afin de maintenir un peu de mixité sociale et de répondre aux besoins des classes moyennes. Enfin, et pour conclure, je souhaite que le parti pris architectural du futur immeuble ne défigure pas le paysage urbain, comme c'est malheureusement le cas au 39-41 rue Castagnari, où cette réalisation n'est ni à la gloire de la RVP, ni respectueuse des riverains. Je vous remercie. Je ne peux hélas que confirmer ce que vous venez d'énoncer. Et c'est vrai que cette rue Castagnari est quand même largement martyrisée et bétonnée quand même. Bon, enfin, en tout cas, s'il n'y a pas d'intervention, je vais mettre d'abord, alors avec un avis favorable, le projet de délibération, le vœu aux voix, et ensuite le projet de délibération, mais d'abord une explication de vote de Monsieur Sidbon. Une brève explication de vote, mais parce que voilà, on va pas. Je suis un peu lassé de refaire toujours les mêmes débats, mais voilà, ils n'ont pas changé de position non plus. Concernant, puisque la zone en déficit de logements sociaux, c'est Paris. Et si on regarde Paris, voilà, c'est toujours en déficit de logements sociaux et il faut en créer encore et encore parce qu'il y a une grande demande plus grande sur les PLAI et PLUS que sur les PLS. C'est pourquoi nous voterons contre le vœu, évidemment pour la délibération et contre le vœu. Il peut y avoir évidemment, et j'espère que ce sera étudié, une proportion importante de PLS, j'espère qu'il sera attribué dans cet immeuble, mais pas uniquement. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que nous voterons contre ce vœu. Voilà. Bien sûr, c'est votre argumentaire, mais je rappelle que dans ce secteur, il y a une profusion de logements sociaux, plusieurs centaines, on l'a dit, et que, évidemment, il faudrait peut-être plus de mixité. Enfin, bon, voilà, chacun reste sur ses positions. Donc, je soumets le vœu aux voix qui est pour, qui est contre, à gauche, qui s'abstient, personne. Merci. Maintenant, je mets le projet de délibération aux voix qui est pour, contre, abstention, est adopté à l'unanimité. Voici maintenant deux projets de délibération groupés, 7 et 8, DU 50, Maine-Montparnasse, scission en volume de la copropriété de l'ensemble immobilier de la tour Maine-Montparnasse, nouvelle tour Montparnasse, protocole foncier numéro 1,
Et DU 51, Nouvelle Tour Montparnasse, avis du Conseil de Paris sur le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande de permis de construire dans le cadre de la consultation préalable des collectivités. La parole est à monsieur Jean-Philippe Pierre. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Ça fait déjà plusieurs mois que l'on échange en conseil d'arrondissement sur le pôle Montparnasse. Et je voudrais revenir ce soir quand même quelques minutes sur la tour Montparnasse, qui est l'objet des deux délibes qui sont présentés devant notre conseil ce soir. Il s'agit du plus grand projet urbain de Paris dans les 10 ans qui viennent, sur une superficie de 9 hectares, à la croisée de 3 arrondissements, en sachant que le 15e sera le plus impacté. Dans ce vaste projet du pôle Montparnasse s'inscrit plusieurs sous-projets, j'allais dire, et sous-chantiers. D'abord, il y a le chantier de la gare Montparnasse. Là aussi, on a beaucoup parlé. Celui-ci se terminera dans 2 ans environ. Il y a l'aménagement et la végétalisation du boulevard Vaugirard et du boulevard Pasteur. La tour du CIT, pour laquelle il y a eu un concours d'architecture qui a été lancé, dont les travaux commenceront en 2021. La fameuse galerie marchande dont on parle encore, avec sa complète transformation, une étude est en cours, mais pour l'instant nous n'avons pas de précision sur ce sujet. Et enfin la tour Montparnasse en elle-même. S'agissant de la tour Montparnasse, les travaux débuteront cette année suite à un concours d'architecture lancé l'année dernière. Ces travaux verront le jour dans les 3 mois qui viennent, avec une nouvelle tour qu'on va qualifier revisitée, plus esthétique, plus écologique, plus végétale, dont les visuels vous ont été présentés dans le hall de la mairie pendant plusieurs mois. Tout ça sera terminé en 2024. Alors on peut évidemment se réjouir de ce grand projet, de ce vaste projet. Néanmoins, nous allons essayer d'être très attentifs au déroulement de ce chantier, de ces chantiers précisément. Les riverains et les habitants peuvent compter évidemment sur nous. La mairie du 15e, ainsi que ses équipes, mais aussi le conseil de quartier Pasteur Montparnasse, seront continuellement à l'écoute des riverains et des habitants, afin que le chantier et la tranquillité du quartier soient respectés, en particulier la propreté, le cahier des charges sur l'exécution des travaux, ainsi que la vie quotidienne des habitants et des commerçants. Par ailleurs, on sera extrêmement aussi vigilant sur tous les aspects de démocratie participative et démocratie locale, afin que les riverains soient bien associés à toutes les concertations, marches exploratoires, enquêtes de terrain. Tout ça est extrêmement important afin que tout le monde puisse participer à ce magnifique chantier qui nous concerne tous. Je rappelle que nous l'avons été sur la gare Montparnasse. Nous avons fait de nombreuses observations, monsieur le maire. Et à chaque fois, tout ça a été extrêmement bien perçu par les habitants. Nous resterons dans le même esprit avec la tour. Je vous remercie. Eh bien, merci, mon cher collègue. Je partage évidemment tout à fait les propos que vous venez de tenir. Je note avec satisfaction que cette opération avance à grands pas, puisque depuis mars 2018, nous examinons un nouveau projet de délibération quasiment à chaque conseil d'arrondissement concernant la tour Montparnasse. Cette opération de longue haleine est l'un des projets d'aménagement majeurs de ces 10 prochaines années à Paris, avec la reconstruction d'un cœur de ville à Montparnasse, avec l'ambition d'effacer les affres d'un urbanisme sur dalle obsolète auquel se substituera un urbanisme sur rue. Ce projet recueille le consensus, pour le moment en tout cas, de la mairie centrale et des 3 maires concernés, 6, 14, 15, sur la requalification du quartier, à la fois sur le bâti, mais aussi sur l'espace public qu'il nous faut repenser à l'aune des nouvelles normes et des nouvelles aspirations de la vie dans la cité. Une large concertation a été entreprise depuis mai 2018 avec 2 réunions publiques, une présentation au conseil de quartier Pasteur Montparnasse, celui que vous présidiez, et des marches exploratoires. Cette concertation devra se développer davantage encore pour aboutir à un projet qui, nous espérons, devra constituer une référence internationale en matière d'urbanisme. Parmi tous ces projets, sur 9 hectares, ce soir, nous examinons celui de la Nouvelle Tour qui aspire à atteindre de nombreux objectifs très ambitieux. Vous en avez rappelé quelques-uns. Nouveau symbole architectural, avec un socle épaissi, des balcons filants, des matériaux beaucoup plus performants et une nouvelle teinte plus claire.
qui sera la bienvenue. Une révolution énergétique, une tour en harmonie avec son environnement et conforme au plan climat. Une tour plus attractive avec de nouvelles fonctions, plus en osmose avec son temps. Programmation innovante en matière de bureaux. Nouveaux services, commerces, restaurants, cafés, hôtels, serres de production agricole au sommet, ferme urbaine finalement. Des accès plus accueillants en détachant la tour du centre commercial actuel, en requalifiant les espaces extérieurs avec plus de végétal et en revalorisant les accès de la tour. Nul ne conteste que cette proposition de la nouvelle AOM pour donner une seconde vie à une tour si mal aimée était la plus performante pour marquer une nouvelle ère pour ce quartier. Néanmoins, sur une opération de cette envergure, j'ai exprimé plusieurs réserves au permis de construire. Tout d'abord, c'est vrai que je m'interroge sur la nécessité d'augmenter la surface de la tour de près d'1 hectare. Est-ce que sa hauteur de 23 mètres, ce n'est pas rien dans le paysage parisien. Les nouveaux espaces créés devront être accessibles aux Parisiens. Le club de sport, la cafétéria du 14e étage, la serre, le hall commun qui pourrait servir d'espace d'exposition. D'un point de vue architectural, le choix du verre qui habillera les façades devra éviter d'être trop réfléchissant, tout comme l'éclairage nocturne de la tour ne devra pas générer de nuisances lumineuses pour les riverains. Si l'extrême ambition de diminuer les consommations énergétiques de la tour à 50 kWh par mètre carré par an, ce qui n'est pas un mince défi pour les espaces de bureaux, celle-ci devrait être généralisée à l'ensemble de la tour. Je le redis, il serait pertinent d'étudier la piste d'un raccordement de la tour à Climespace, puisque cette société m'a confirmé son intention d'implanter un réseau autonome à l'occasion de l'opération Maine-Montparnasse qui permettrait à tous les grands établissements nouvellement construits de s'y raccorder. Concernant les aménagements prévus dans l'environnement immédiat de la tour, la nouvelle AOM propose la création d'un nouveau bâtiment sur la place Raoul-Dautry qui regrouperait plusieurs fonctions actuellement dispersées. Accès à l'espace événementiel, accès au métro, monte charge pour équipement technique, sortie de secours, entrée de boîte de nuit. Nous manquons d'éléments sur cette nouvelle construction, surface, hauteur du bâtiment, inflation paysagère. De surcroît, compte tenu du climat dans lequel nous évoluons depuis plusieurs années, un autre point crucial, bien sûr, vous l'aurez bien compris, est la sécurité du site. Afin d'anticiper, de prévenir les risques tels les actes de délinquance et la menace terroriste, la barre doit être mise au plus haut en équipement et dispositions nécessaires, portillons de sécurité, identification personnelle des visiteurs, des travailleurs ainsi que des livreurs et des équipes d'entretien, nombre suffisant d'agents de sécurité, de caméras dernière génération incluant, j'espère, la reconnaissance faciale. L'aménagement de la place Raoul-Dautry en vue de l'amélioration des conditions de circulation autour de la tour pour en faciliter l'accès et l'intervention des secours est aussi un objectif à atteindre, bien sûr. Sur ce sujet connexe, l'évolution de l'offre de stationnement pour les voitures et les 2 roues motorisées est-elle suffisante? Question qui se pose. D'autant plus que nous nous efforçons, vous le savez depuis un certain temps maintenant, de libérer le terre-plein central du boulevard de Vaugirard de ces motos sans qu'elles se dispersent dans tout le quartier. 600 emplacements de motos ont été réalisés tout le long du boulevard de Vaugirard et de la gare Montparnasse a augmenté ses capacités en la matière, comme nous le demandions d'ailleurs depuis des années. Ce boulevard de Vaugirard entièrement revégétalisé pourrait d'ailleurs être prolongé jusqu'à la place du 10 juin 40 reconfigurée. 4 cabinets présélectionnés par le comité de pilotage de l'opération Maine-Montparnasse travaillent actuellement sur le passage d'un urbanisme sur dalle, comme je l'évoquais au début de mon propos, un urbanisme sur rue, autour de nouvelles voies est-ouest et nord-sud, en lieu et place du centre commercial. Le principe consistant à orienter les magasins du centre commercial vers la rue et non plus vers l'intérieur, avec des allées piétonnes traversantes en plein air. Dans le domaine des transports publics, nous avons reçu récemment le permis d'aménager pour la création d'un couloir de bus LHNS le long du boulevard de Vaugirard et le réaménagement de la gare routière de la rue de l'Arrivée. Bien sûr que j'y suis favorable, mais avant de donner un avis, je tiens, peut-être un peu pour faire pression aussi, à ce que l'engagement pris par la ville et la RATP de rencontrer chaque commerçant du boulevard de Vaugirard et de revoir la signalisation d'accès à la gare soit respecté. Chaque situation doit être examinée pour traiter tout problème risquant de se poser en termes de livraison et d'accueil de clientèle. Je réitère aussi ma demande de renforcer la capacité de la ligne 12 du métro, ceinturée en heure de pointe, et de la remise en service de la sortie du métro en contrebas de la rue de l'Arrivée, ce qui rendrait plus fluide les déplacements des voyageurs de la RATP et désengorgerait les autres sorties. Il me faut aussi évoquer l'impact du chantier de la Tour, évidemment, sur le quartier pendant 5 ans, durant lesquels les riverains, les visiteurs et les voyageurs seront confrontés à d'importants désagréments, sans doute. Malgré tous les engagements inscrits dans la demande de permis de construire et dans l'étude d'impact, afin de limiter les nuisances causées aux riverains, poussière, bruit, perturbation de la circulation, stationnement, etc.
Il faudra éviter, bien sûr, de perturber l'accès à la gare et au transport en commun et installer une nouvelle signalétique sur la voie publique indiquant efficacement les accès au parking de la gare. D'une manière générale, on le sait, on le répète, le nombre de projets d'envergure sur ce site nécessite une mise en cohérence rigoureuse malgré le caractère privé de la quasi-totalité des constructions à venir. Les travaux de la gare lancés par la SNCF voici 2 ans impactent déjà largement le quartier et ne s'achèveront qu'en 2020. La tour CIT, dont le projet lauréat a été choisi à l'automne 2018, sera livrée quant à elle en 2021. La CNP développe son propre projet au sud de la gare. Le musée de la Libération au nord du Jardin Atlantique sera aussi métamorphosé dans le cadre de l'appel à projet Réinventer les dessous de Paris, bien que celui retenu ne corresponde pas à nos attentes, je préfère le dire aussitôt. D'ailleurs, on souhaitait que le musée puisse rester sur place. Il est parti, c'est dommage. Alors, d'autres questions restent encore aujourd'hui sans réponse. La fermeture du tunnel de l'avenue du Maine, qui, quelle que soit la formule retenue, devra permettre de maintenir un axe de passage, je précise. Concernant le fonds commercial, avec un centre Gaîté rénové et agrandi, avec un centre Leclerc, d'ailleurs, bon, pas terrible, une galerie commerciale de 18 000 m² en longueur de la gare ouverte le dimanche, le centre commercial en pied de tour, la galerie commerciale Vaugirard, une inquiétude ne peut manquer de se faire jour quant à la surabondance, même si le nombre de passagers de la gare va passer de 70 à 90 millions par an. Le petit commerce de proximité ne doit pas en pâtir et des projets d'animation commerciale doivent être conçus en leur faveur par les gros opérateurs, un peu peut-être sur le style de ce qui s'est passé à Beaugrenelle avec les rues Saint-Charles et rue du Commerce. Concernant le deuxième projet de délibération, rapidement, la nouvelle organisation en volume opérée par la scission de la copropriété de l'EITMM génère une augmentation de quote-part des droits à construire sur la dalle Jean Tossan pour la ville de Paris. Des projets pourront donc voir le jour. Je pense en premier lieu à la rénovation totale du centre sportif Armand-Massard, très dégradé. La constitution d'un volume en monopropriété permettra d'ailleurs une gestion plus simplifiée de cet équipement. Je pense également à la volonté de redonner à ce quartier une dimension culturelle, avec pourquoi pas un deuxième conservatoire municipal dont le 15e manque cruellement. La création d'un équipement d'accueil de petite enfance serait également opportune, tout comme des habitats pour les étudiants et les chercheurs, très nombreux dans notre arrondissement, et de plus en plus d'ailleurs, puisque nous sommes devenus le deuxième arrondissement universitaire à Paris, avec depuis peu 30 000 étudiants, 40 000 dans 2 ans, et pourquoi pas là aussi un grand campus universitaire lié au site d'AgroParisTech, voisin, car de grandes écoles sont déjà candidates. Nous sommes donc finalement, mes chers collègues, les garants de la cohérence de ce gigantesque projet. Il nous faut penser les grands enjeux de cette transformation urbaine, ne pas nous tromper dans les aspirations des riverains et des usagers, qui sont très consultés, mais il faut encore faire davantage, définir des hauteurs à ne pas dépasser, des volumes à respecter, parachever aussi l'arc vert structurant qui reliera Brassens au pôle Montparnasse en passant par les rives de Seine. Le but étant de créer là, avec de l'audace, un quartier novateur et international. Nous avons la chance, mes chers collègues, il faut en être conscient, de pouvoir contribuer à notre place à façonner ce nouveau quartier de Paris du XXIe siècle, en plein cœur de notre ville, quartier célébré dans le monde entier et regardé par tous. Nous le ferons de plus de façon collaborative avec les habitants et tous les acteurs économiques, sociaux, culturels, institutionnels, dans une sorte de co-construction, dans le cadre d'un comité de site à mettre en place d'ailleurs, ainsi aussi bien au plan démocratique et pour conclure que de l'aménagement de la ville. Ce site représentera vraiment, et il faut vraiment aboutir à cet objectif, une référence, c'est notre souhait vraiment à tous, aussi bien à la ville de Paris que dans les arrondissements concernés, une référence mondiale et exemplaire qui peut-être pourra révolutionner l'urbanisme du nouveau siècle. Je vous remercie. Alors, il y a un certain nombre d'interventions. Oui, monsieur Dargent. Oui, monsieur le maire, merci. Je serai bref, mais je ne peux pas ne pas saluer cette opération, qui est une opération majeure, qui a été soutenue et qui est accompagnée par la majorité municipale parisienne et qui, je le note et je m'en réjouis, reçoit un soutien beaucoup plus large. Elle concerne notre arrondissement au premier chef, même si, on l'a dit, elle déborde sur le 6e et sur le 14e. C'est un quartier qui est très
marqué par une époque bien précise et bien typée de l'urbanisme et de l'architecture. Les bâtiments ont vieilli et l'urbanisme qui va avec a autant, si ce n'est davantage, vieilli dans sa conception, dans son esprit. Donc, ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, eh bien, c'est de valoriser les atouts qui sont réels de ces bâtiments et de ce quartier, et de corriger autant que possible des inconvénients que nous connaissons bien dans différents domaines. Je ne reviendrai pas ni sur la taille de cette opération, ni sur sa complexité juridique, ni sur l'imbrication de propriétaires privés et publics. Et je voudrais simplement dire pour terminer que nous partageons le souci de suivi du chantier. Il faut le faire. Ça va forcément, quand il s'agit d'un chantier de cette taille, entraîner un certain nombre de nuisances. Il faut qu'elles soient aussi limitées que possible. Et là-dessus, il faudra se fixer des objectifs ambitieux. Je vous remercie. Voilà. Nous constatons donc ce consensus pour l'instant dans cette opération. Avant de passer la parole à Yann Verling qui l'a demandé, je voudrais appeler les deux scrutateurs, Noémie Kermabon et Bertrand Vanier, pour aller dépouiller le premier scrutin. Oui. Ben, prends ton bulletin parce que tu... Monsieur Verling. Merci, monsieur le maire. Je serai très bref en commentaire de ce projet d'envergure. Dire que avec 46 ans d'âge, c'est pas très élevé comme vieillesse pour une tour, et force est de constater que décidément les tours vieillissent mal et qu'il était temps. Il était temps d'en revoir l'esthétique, et c'est effectivement un projet d'envergure qui va changer le visage de notre arrondissement et des arrondissements voisins, et même de tout Paris, puisqu'on voit, j'allais dire malheureusement, cette tour depuis de très loin. Peut-être quelques petites remarques sur le plan environnemental. On ne peut que se réjouir que le bilan énergétique de cet ensemble sera amélioré, ou plutôt, je préférerais employer le conditionnel, serait amélioré. Je voudrais simplement inviter, au regard de tout ce qu'on nous dit sur les tours, à ce que cette fois-ci, et comme pour toutes les tours, on soit très vigilant sur le reporting, c'est-à-dire que une fois les travaux faits, alors ce sera pour une prochaine mandature, mais qu'en tout cas on soit très vigilant ici, conseil d'arrondissement, élus et d'ailleurs tout le monde, sur le bilan énergétique réel de ce qu'on nous promet. Parce que comme d'habitude, les choses sont très belles sur le papier, mais après, une fois que les choses sont faites, souvent on ne le vérifie pas. Et les bilans énergétiques ne sont souvent pas aussi beaux qu'on le dit. Donc c'est un point qui me paraît important de souligner, c'est qu'on pourra être demandeur d'un reporting sur le bilan énergétique de cette tour une fois les travaux finis, on va dire à 1 an ou 2 après les premiers usages, pour voir si effectivement les économies d'énergie attendues sont au rendez-vous. Deuxième point, sur la végétalisation, c'est là quelque chose qui, moi, m'interroge toujours, surtout quand on est sur des bâtiments de très grande hauteur. Faut-il absolument verdir? C'est beau, c'est très beau objectivement, ça donne envie, on a vu les maquettes, on a vu les images de synthèse, mais est-ce vraiment nécessaire au regard justement du bilan énergétique? Parce que la végétalisation, il faut le savoir, sur notamment des bâtiments de grande hauteur, nécessite beaucoup d'arrosage, donc beaucoup d'énergie. C'est un point à savoir. Donc, moi, j'ai toujours pensé qu'un arbre n'a pas de plus belle situation qu'en pleine terre, et que perché sur des tours, j'en ai vu ici ou là, notamment la tour du bâtiment du ministère de la Justice. C'est très beau, mais encore une fois, pour les maintenir en vie, il faut beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau. Est-ce vraiment nécessaire? Quant à la ferme urbaine, là aussi, on aurait aimé en voir plus près du sol, notamment rue Castagnari. Ça me semblait plus adéquat de faire de la ferme urbaine proche du sol. Là encore, on la met au perché. J'ai peur que ce soit plus un effet de mode et un effet d'image qu'une réelle nécessité. En tout cas, je pense toujours et encore que nous avons besoin
de maraîchage dans Paris, hors Paris et surtout en grande couronne. Et la ceinture maraîchère, nous l'attendons toujours. Alors l'affaire à grand coût, de manière très chère et très coûteuse sur le sommet de la tour Montparnasse, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément l'endroit le plus adéquat. Enfin, en tout cas, soyons vigilants sur le bilan écologique de ce qui paraît aujourd'hui très vert, mais qui, pour ce que j'en sais, pourrait bien paraître comme étant essentiellement de la façade. Je vous remercie. Oui, nous notons bien ces recommandations et ça nous amènera à être vigilants, à suivre le projet qui évoluera certainement tout au long de sa réalisation. Et ensuite, avec son bilan énergétique qui est très important, bien sûr, et sa végétalisation. Il y a d'autres interventions. Madame Le Sens. Merci, monsieur le maire. Donc, moi, c'est une intervention un petit peu dans la même optique, d'ailleurs, que mon collègue Yann Verling. Ce projet d'avenir comprend bien sûr de grands espaces de stationnement pour les vélos, ça on s'en doute, c'est naturel. Et pour une part, ça va s'appeler vélostation. L'essentiel pour une vélostation, qui est synonyme tout de même de garage à vélo, ce n'est pas sa surface, qui d'ailleurs est tout à fait difficile à trouver dans les documents qui nous ont été soumis. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la situation, les liens avec les origines et destinations des utilisateurs et bien entendu, et avant tout, la capacité. Or, sur ces points, les documents qui nous sont soumis donc ne donnent pas beaucoup d'éléments. La surface annoncée pour la vélostation elle-même semble être de 550 mètres carrés, auxquels il faudra ajouter diverses surfaces de stationnement dont les détails s'avèrent délicats à dégager. Mais le nombre de vélos que cela concerne n'apparaît nulle part. Alors, l'association Paris-Ancel croit savoir qu'il y aurait 1000 places pour commencer. 1000 places à répartir entre les gares de Lyon et la gare de Montparnasse, puisque les deux vont être dotés de vélostations. Monsieur Najdowski, lors d'une réunion dans votre bureau, monsieur le maire, en janvier 2016, avait évoqué 2800 places à Montparnasse. Alors pour ma part, incapable de faire ce genre de calcul, j'ai interrogé le meilleur spécialiste du vélo en France et il me dit que pour 550 mètres carrés, on pourrait atteindre, si tout va bien, si tout est parfaitement bien agencé, on pourrait atteindre 500 vélos et que si c'est mal fichu, ça sera de l'ordre de 300 vélos. Mais ce qui m'inquiète à vrai dire, ce n'est pas le nombre, somme toute moyen, mais deux choses. La première, c'est l'absence de réserve pour agrandir cette vélostation le jour où elle sera saturée. Et ça, c'est très important. Et la deuxième réserve qui m'inquiète, c'est l'absence d'explication quant à son utilité. Évidemment, moi je sais, mais quand même. Les deux sont liés puisque sur ce dernier point, c'est-à-dire l'utilité, une réflexion rapide nous conduit à penser qu'il y aura au moins 4 catégories d'utilisateurs de cette vélostation. Il y aura des pendulaires en interconnexion soit avec le métro, soit avec les trains de banlieue. Il y aura des personnes arrivant directement à vélo dans les bureaux, notamment anciens, du quartier et des environs proches. Et il y aura également des habitants du quartier qui ne disposent pas de stationnement à domicile, comme c'est le cas le plus général dans Paris. Le dire, l'écrire, permet au moins de s'assurer qu'on y a bien pensé. Et espérons alors que, comme on l'a évoqué pour les automobiles et les 2 roues motorisées, à tout à fait juste titre, espérons que l'on ne vise pas trop court d'emblée. Je regrette donc que la ville s'exprime de façon abstraite sur des principes, ici de faire une vélostation, ce qui fait très joli dans le décor, comme la verdure des façades évoquées récemment par Yann Verling. Des vélostations parce que cela va plaire, sans que cela découle d'une analyse des besoins. Mais au-delà de ces réserves, qui sont elles-mêmes de principe, je vous le concède, j'insiste juste sur le besoin de penser dès maintenant aux extensions qui devraient s'avérer indispensables à assez court terme. Voilà, monsieur le maire, c'était vraiment tout ce que je voulais dire et j'ai pu le dire. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Non, c'est très important. D'ailleurs, ce sera relayé sans doute au Conseil de Paris par l'un d'entre nous. Merci. Avant de passer la parole, s'il n'y a pas d'autres interventions, à la rapporteure du texte, Claire de Clermont-Tonnerre, je vais annoncer les résultats de la première élection.
à laquelle se présentait Louise Agathe Charpentier comme adjointe. Alors, nombre de votants 43, nombre de voix pour 40, blanc et nul 3, majorité 22. Donc, Louise Agathe Charpentier est élue adjoint au maire du 15e. Champagne. Ce sera après. La parole est à Claire de Clermont-Tonnerre pour clôturer ce débat. Merci, monsieur le maire. Que dire, monsieur le maire, après votre intervention? Vous venez là d'évoquer l'ensemble des grands enjeux de cet ambitieux projet. Je m'associe donc à ces propos et me réjouis que dans notre 15e, qui était hier malmené par un urbanisme sur dalle obsolète, nous parvenions aujourd'hui à réaliser un urbanisme à visage plus humain, que ce soit pour le centre commercial Beaugrenelle, pour le quartier Bargue ou aujourd'hui pour l'ensemble immobilier Maine-Montparnasse. En complément de votre propos, la délibération DU 51 m'inspire quelques commentaires. Je m'interroge d'abord sur l'opportunité de surélever de 23 mètres cette tour, déjà très prégnante dans le paysage urbain. 23 mètres, c'est au minimum l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Or, avec les 233 mètres annoncés, nous aurons là un véritable phare urbain qui, du coup, sera visible des rares endroits où, jusqu'à présent, la tour n'apparaissait pas. Ensuite, je trouve que nous manquons d'informations sur la réalisation de la serre qui doit coiffer la tour. Les arbres de 11 mètres de haut prévus et la production florale et maraîchère s'y développeront-ils dans de bonnes conditions, sans le moindre traitement non plus? Comment seront nettoyées les façades vitrées de cet espace et quelle sera la prise au vent de cette surélévation? Sur ces différents points, le projet mérite d'être mieux renseigné, comme l'a souligné Yann Verling. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que nous sommes sur de belles images de concours. Enfin, il me semble indispensable d'installer rapidement une maison du projet sur le site de Montparnasse. Si beaucoup de nos concitoyens s'intéressent à l'évolution du quartier, il est pour eux difficile d'avoir une vision précise de l'aspect de ces nouveaux bâtiments, du fonctionnement du quartier, du calendrier des opérations et de l'impact qu'auront les différents chantiers sur la vie quotidienne des riverains et des usagers. Cette maison du projet aurait par ailleurs vocation à devenir un lieu d'échange avec tous les acteurs impliqués dans cette ambitieuse opération. Elle sera naturellement amenée à évoluer au fil des avancées, notamment lorsque nous connaîtrons les résultats du dialogue compétitif portant sur les 9 hectares du grand projet urbain Maine-Montparnasse. En attendant ce moment clé, je vous invite, mes chers collègues, à adopter ces 2 délibérations qui portent sur un projet pharaonique qui va mobiliser l'attention et l'énergie de notre Conseil pendant quelques années. Je vous remercie. Absolument. C'est la raison pour laquelle je soumets ces 2 projets de délibération à votre vote avec un avis favorable. Donc, je fais voter d'abord sur le DU 50 qui est pour, contre, abstention, merci. DU 51, même vote, merci. Les 2 projets sont adoptés à l'unanimité. Numéro 9, DU 56, atelier de la RATP Vaugirard 218 Croix-Nivert. Avis du Conseil de Paris sur la mise à jour de l'étude d'impact environnement dans le cadre de la consultation préalable des collectivités. Louise Agathe Charpentier. Non, ne bouge pas. Voilà. Monsieur le maire, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre confiance en me donnant l'opportunité, en devenant aujourd'hui adjointe, de travailler sur les quartiers Citroën, Boussicot et Vaugirard, Parc des Expositions. Je tiens également à rendre hommage à notre collègue Alphée Roche-Noël pour le travail accompli dans ces quartiers, notamment sur le suivi des travaux des ateliers RATP Vaugirard, pour sa vigilance et son attention pour les riverains de ce quartier. Des travaux de cette ampleur sur un site de 2 hectares nécessitent effectivement toute notre attention. Il faut d'ailleurs noter que jusqu'ici, le comité de pilotage et la RATP ont toujours été à l'écoute des habitants et nous souhaitons que la suite du projet se poursuive ainsi dans de bonnes conditions. Nous serons vigilants à ce que les nuisances liées au chantier, que ce soit le bruit, la poussière ou autre, soient réduites le plus possible pour la qualité de vie des riverains, mais aussi pour le confort et la sécurité des enfants de la crèche ainsi que du personnel. Par la suite, nous souhaitons que la seconde phase du projet, les nouveaux bâtiments, soient exemplaires sur le plan du développement durable, qu'un vrai travail d'insonorisation soit fait sur les logements qui seront situés au-dessus des ateliers. Dans un souci de tranquillité, nous souhaiterions également que les déplacements doux soient privilégiés sur la nouvelle voie qui permettra de relier la rue Le Courbe et la rue Théodore Deck. D'autre part, nous demandons que les bâtiments datant de 1910, à l'angle des rues Desnouettes et Croix-Nivert, soient préservés afin de conserver la mémoire de ce site industriel.
Il serait également opportun que des projets de végétalisation soient proposés afin d'améliorer le cadre de vie des riverains de ce quartier. Nous ne manquerons pas de faire des points réguliers au cours des conseils de quartier. C'est pourquoi nous invitons le plus grand nombre d'habitants et de riverains à venir nous rencontrer lors des conseils de quartier afin d'avoir des nouvelles sur l'avancée de ces travaux. Je vous remercie. Merci pour cette intervention. Alors, il y a d'autres intervenants. Avant de passer la parole à l'intervenant suivant, je vais vous donner les résultats du deuxième vote pour lequel se présentait Nicole Schneider comme adjointe. Donc, même nombre de votants, 43, pour 42, blanc et nul 1, majorité 21. Nicole Schneider est élue adjoint au maire du 15e, avec nos félicitations. Madame Clermont-Tonnerre, pour répondre aux orateurs, à moins qu'il y ait des interventions. Collègues, depuis plusieurs années, nous accompagnons la RATP dans le cadre de son projet de restructuration de la vaste emprise industrielle de 2,3 hectares occupée par les ateliers de la ligne 12 de la RATP. Notre objectif étant d'intégrer au mieux cet îlot dans le quartier, d'offrir de nouveaux services aux habitants et de veiller à la bonne tenue du chantier afin qu'il génère le moins de nuisances possible pour les riverains. Jusqu'à présent et globalement, nous pouvons reconnaître que la RATP a conduit une concertation exemplaire pour cette importante opération qui se déroule en 2 phases et devrait s'achever en 2026. D'ailleurs, je m'associe aux propos d'Agathe Charpentier pour saluer tout l'investissement, l'écoute et la réactivité dont a fait preuve notre collègue Alfie Rochenoël autour de ce projet. Quelques mots pour rappeler le déroulé de cette importante opération. La première phase du chantier s'achèvera à l'horizon 2022 avec la livraison de 104 logements sociaux au-dessus des nouveaux ateliers dont la construction va commencer très prochainement. Viendra ensuite l'édification de 2 autres bâtiments dont les permis sont en cours d'instruction. Le premier immeuble comprendra 97 logements privés, des locaux commerciaux et un équipement de petite enfance de 30 berceaux. Le second sera situé sur la rue Lecourbe et comptera 34 logements privés. L'ensemble de ces 2 constructions, représentant une surface de plancher de 11 200 m², conformément au Code de l'environnement, l'étude d'impact réalisée en 2015 doit être actualisée. C'est l'objet de la délibération que nous examinons et dont ma collègue Louise Charpentier vient de nous rappeler les enjeux. S'agissant de la phase 2 de cette opération, qui s'achèvera à l'horizon 2026, nous abordons la phase de concertation. Pour être clair, il s'agit de l'emprise située du côté de la rue des Nouettes, où sont situés plusieurs bâtiments qui témoignent de l'activité industrielle du site et sont des marqueurs forts pour le quartier. Dans cette optique, nous avons d'ailleurs demandé à plusieurs reprises la conservation des pavillons d'entrée datant de 1910 et exprimé le souhait que cette parcelle ne soit pas trop densifiée, qu'elle réserve une part belle à la végétalisation et que les hauteurs des constructions neuves impactent le moins possible le paysage urbain. Nous aurons tout le loisir d'évoquer cette deuxième phase lors de la réunion publique qui se tiendra après-demain, mercredi 23 janvier à 19 h dans la salle des fêtes. À cette occasion, vous découvrirez dans le hall de la mairie et en salle Grenelle les esquisses réalisées par les différents architectes pour les lots D et F, étant entendu que le choix final sera effectué lors d'un jury qui se tiendra fin février. Entre le 23 et le 31 janvier, nos concitoyens seront invités à s'exprimer, soit sur un cahier déposé à cet effet dans le hall, soit sur l'adresse mail lesateliers-de-vaugirard@ratp.fr, soit dans le cadre de permanences tenues par la RATP les 24, 30 et 31 janvier. Dans l'immédiat, je vous invite, mes chers collègues, à émettre un avis favorable sur le dossier d'actualisation de l'étude d'impact, tout en soulignant que la gestion et la phase chantier, et les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les nuisances devront être largement détaillées. Je vous remercie. Merci, oui, d'autant plus que c'est un projet très important, 400 logements et plus en 2 phases. Que nous avons suivi, accompagné dès le début, ce qui montre bien que nous ne sommes pas du tout hostiles à la réalisation de logements sociaux. Quand on en construit plusieurs centaines, c'en est au moins un témoignage et une preuve. Mais simplement, ce projet s'est fait dans de bonnes conditions, grâce à la RATP, je dois dire, hein, avec laquelle nous avons vraiment bien coopéré, qui a accepté une concertation, je vais dire quasiment une co-construction de son projet
extrêmement approfondie. Et je dois dire qu'il faut rendre hommage à la RATP. On aimerait bien parfois que la ville et sa direction de l'urbanisme soient aussi concertantes, si je peux dire, parce que là, la concertation était vraiment dans le détail. Et du coup, c'est un projet qui, malgré son gigantisme, n'a fait l'objet d'aucun recours contre les permis de construire et qui s'engage dans sa deuxième phase à partir de demain, je crois, après-demain, comme vous l'avez rappelé. Donc, il y a de bonnes raisons pour voter en faveur de ce projet de délibération, ce à quoi je vous appelle. Donc, 9 DU 56, qui est pour, contre, abstention, merci, adopté à l'unanimité. Le 10 DU 65, exonération de certains droits de voirie 2019 des commerces dont l'activité a été affectée par des troubles à l'ordre public au cours des mois de novembre et décembre 2019. Madame Audrey Levavasseur. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Cette délibération porte donc sur l'exonération par la mairie de Paris de certains droits de voirie, et cela pour une durée d'1 mois, en faveur d'environ 3000 commerces disposant de terrasses ou d'étalages, impactés par les manifestations qui ont émaillé la fin de l'année 2018. Dans le 15e, les commerces concernés sont ceux de la rue de Vaugirard et du boulevard du Montparnasse. Si nous ne pouvons que saluer, bien entendu, cette décision de l'hôtel de ville, l'objet de mon intervention est d'attirer l'attention sur les commerces de la rue Linois, ayant une emprise sur le trottoir, notamment les cafés, les restaurants, qui ont été impactés par ces manifestations, certains ayant dû fermer leurs terrasses ou fermer tout court. Même si les manifestations sur le secteur Beaugrenelle n'ont pas eu lieu chaque samedi, la rue Linois n'en a pas été exemptée et la peur de débordements éventuels a entraîné une forte baisse de la fréquentation de ces commerces et donc certaines fermetures. À un moment stratégique, la période de Noël, et sur une zone de plus extrêmement touristique, les conséquences de cette baisse de la fréquentation et de ces fermetures ont été particulièrement lourdes. C'est pourquoi nous souhaiterions que puisse être ajoutée à la liste des voies concernées par cette exonération également la rue Linois. Je vous remercie. Merci. Monsieur Rigaud veut ajouter 2-3 mots rapides. Oui, monsieur le maire, merci. Alors, en ce qui me concerne, je m'interroge malgré tout sur la pertinence de la délibération 2019 DAE 51 qui sera débattue au cours de cette soirée, celle-ci prévoyant à propos des marchés découverts une évolution des droits de place applicables aux commerçants. En effet, ces tarifs ont été majorés de près de 58% en 4 ans. J'ai bien dit 58%, un pourcentage impressionnant. Je compte sur notre collègue Gérard Gaillet pour nous apporter plus de précisions sur l'évolution de ces tarifs et nous rappeler les difficultés de ce secteur d'activité. Certains marchés de notre arrondissement, comme le marché Lefebvre, connaissant ces dernières années une perte de fréquentation spectaculaire des commerçants, l'augmentation des tarifs de la ville de Paris expliquant en partie ce phénomène, les manifestations liées au mouvement les Gilets jaunes risquant d'amplifier le phénomène de façon dramatique. Voilà, je vous remercie. Oui, il ne s'agissait pas de cette délibération-là, mais c'est pas grave. Il y a d'autres interventions. Merci. Comme ça nous fait gagner du temps pour la suite. Est-ce que Monsieur Gaillet souhaite intervenir comme rapporteur? Monsieur le maire. Appuie. Appuie sur ton micro, s'il te plaît. Appuie sur ton... Donc je disais, monsieur le maire, que par souci méthodologique, je répondrai sur la délibération numéro 10 et après je répondrai à monsieur Rigaud sur le 18 et le 19. Parce que non, mais après, ce sera plus facile à comprendre. Non, oui, enfin, on le fera après. Voilà. C'est voilà. Chaque chose en son Le temps. commerce parisien vit des moments difficiles depuis novembre 2018. Nous avons à connaître ce soir d'une proposition d'indemnisation cantonnée, celle des commerçants qui ont perdu du chiffre d'affaires du fait des événements et qui sont occupants du domaine public. Pour répondre à la suggestion de notre collègue Audrey Levavasseur, je pense que nous pouvons ajouter pour le 15e aux 2 voies qui nous sont proposées, Vaugirard et Montparnasse, les rues Linois-Saint-Charles et la place Cambronne. Donc je vous invite à voter le projet amendé ainsi.
Oui, enfin bon, on a eu des amendements avant, ce serait mieux. On les a eu la dernière minute. Donc, quel est les interventions? Y a-t-il d'autres interventions? Donc, c'est les rues Saint-Charles et Linois, Saint-Charles et Place Cambronne. à cause des difficultés Des événements. de samedi, là. Oui. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, effectivement, comme vous l'avez peut-être constaté, comme moi, il se trouve que j'étais sur place, il y a une partie du cortège des Gilets jaunes qui passait sur les Invalides Montparnasse en fin d'après-midi, qui revenait donc sur Invalides Montparnasse, qui s'est engouffré dans la rue de Sèvres, puis la rue Le Courbe, puis la rue Cambronne, boulevard de Grenelle jusqu'à Birakiem. Et il se trouve qu'il y a eu un certain nombre de dégâts. Alors, d'une part, de dégâts, puisque des palissades de chantier ont été renversées, place Cambronne, ainsi que le groupe électrogène qui a été renversé, plus des colonnes à verre, plus des installations du marché découvert du boulevard de Grenelle, et des commerçants ont dû fermer en catastrophe, voyant les centaines de manifestants arriver. Alors, effectivement, c'est quelque chose de nouveau. Ce que je vous propose, bon, c'est de le, ici oralement, mais de déposer un vœu ou un amendement au Conseil de Paris, quoi, pour appuyer cette demande par rapport à ces commerçants qui ont dû fermer l'après-midi. Bon, donc je soumets à ce moment-là à votre vote le projet de délibération amendé, alors amendé avec les 2 rues qui viennent d'être signalées. Le groupe socialiste s'oppose à ce qu'on rajoute les rues Saint-Charles et Cambronne. Oui, monsieur Dargent. Et qui a... Secret, merci. Ce qui serait préférable en termes de méthode, c'est de prendre contact en amont de ce conseil avec les services de la mairie, parce que tout ça, vous imaginez bien, vous savez très bien, c'est pesé, ça a des enjeux financiers tout à fait notables. Donc, on préférerait prendre note de la suggestion de M. Gaillet. A priori, on partage tout à fait cette idée, mais qu'ici, nous votions la délibération et qu'il y ait en Conseil de Paris un amendement qui l'étende aux 2 rues en question. Entre-temps, ce sera étudié et on pourra savoir si c'est acceptable ou pas. Quel est l'avis du rapporteur, monsieur Gaillet? Oui, j'accepte tout à fait la suggestion. Bon, donc on déposera en Conseil de Paris. Donc je soumets au vote cette délibération qui est pour, contre, abstention, adopté, merci. Le 11 DLH 2, location de la propriété communale 4-6 rue Vaugelas à Pax Progrès Palace, résiliation anticipée de nouveaux bails amphithéotiques. 12 DLH 3, location de l'immeuble Oscar Rotti, rue de Lourmel, Pax Progrès Palace, avenant à bail amphithéotique. 13 DLH 22, mise à disposition d'un parking 92-88 rue de la Convention, 13 rue du Ranton, à la société Parking Convention, convention d'occupation de domaine public. 14 DLH 23, location d'un volume dépendant d'une emprise 18-20 rue de l'ingénieur Robert Keller à Paris Habitat, des classements et avenant au bail amphithéotique, construction d'une crèche notamment. 15 DEV 7, subvention de 13 500 € à la Ligue de la protection des oiseaux d'Île-de-France pour la labellisation d'espaces verts parisiens en refuge LPO, signature de la convention pluriannuelle d'objectifs. 16 DFA 5, signature d'un contrat de concession de service à la fourniture, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de colonnes et maps porte-affiches supportant des annonces culturelles. 17 DAE 7, subvention de 61 500 €, convention et adhésion de 3 600 € pour le soutien à l'accompagnement de projets entrepreneuriaux à fort impact social. Il s'agit pour notre arrondissement de l'association Centre des jeunes, des dirigeants, des acteurs de l'ESS CJDES, réseau de dirigeants et cadres de l'économie sociale engagés dans un projet collectif et citoyen pour 2 événements, le 3e édition du prix des mémoires et la nuit des étudiants solidaires pour un montant de 8 000 €. 18 DA 44, déplacement du marché découvert alimentaire Cervantes, avenant 4 à la convention de délégation de services. Monsieur Rigaud. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Le déplacement du marché Cervantes s'inscrit dans le cadre d'une opération complexe de rénovation et de requalification du quartier Bargue-Falguière,
dont l'urbanisme sur dalle est vieillissant et n'est plus adapté. Par cette opération, il s'agit de passer d'un urbanisme sur dalle à un urbanisme sur rue. Né en 2009, voici près de 10 ans que les habitants attendent la réalisation de ce projet. Rien depuis ou presque, sinon la destruction de 2 passerelles en 2013, destruction qui marque malgré tout cette volonté d'aboutir. De leur côté, les habitants participent à la co-construction du projet via notamment les budgets participatifs 2017 et 2018 de la ville de Paris. Le but recherché, permettre aux riverains de vivre dans un quartier apaisé et dans un urbanisme plus confortable. Indéniablement, monsieur le maire, vous favorisez cette dynamique. Par exemple, vous avez pris l'initiative de la réunion qui s'est déroulée le 5 novembre dernier dans les locaux de Paris Habitat, réunion à laquelle ont participé les représentants de la ville de Paris, les représentants des services, le bailleur Paris Habitat, des membres de votre équipe municipale et vous-même. Cette réunion avait pour objet de rappeler l'avancée des études et de coordonner les différents opérateurs afin de permettre à Paris Habitat de lancer les appels d'offres et de débuter les travaux en 2020. À propos de la place Vassili Kandinsky, les habitants et vous-même souhaitez en faire non plus une place de marché, mais une place de village végétalisée. Pour cela, il est donc nécessaire de déplacer le marché Cervantes et c'est l'objet de ce projet de délibération. À la lecture de celui-ci, néanmoins, je m'interroge sur 2 points. En premier lieu, ce projet de délibération fait état d'un calendrier des travaux. Selon ce calendrier, le déplacement du marché Cervantes de la place Vassili Kandinsky aux rues Bargue et Falguière sera réalisé au bout du 2e trimestre de l'année 2019. Or, lors de la réunion du 5 novembre dernier, chez Paris Habitat, il était question de démarrer ces mêmes travaux dès le 1er trimestre 2019. Ce retard ne va-t-il pas retarder le calendrier des travaux prévus par Paris Habitat pour le démantèlement de la dalle, démantèlement qui nécessite la création de nouveaux accès pour les habitants? En second lieu, l'article 2 de la Convention de délégation de services publics pour la gestion du lot C des marchés découverts alimentaires, signé le 21 octobre 2015 entre la Ville de Paris et la SAS d'Adoun Père et Fils, fait état d'une part d'un montant de la redevance qui sera perçue par la Ville de Paris, redevance constituée d'une part forfaitaire dont le montant annuel hors taxe en 2019 est fixé à 134 339 €. D'autre part, l'évolution significative, sinon inquiétante, de cette redevance depuis 2015. En 2015, en effet, cette redevance était alors de 39 428 €. Comment expliquer une telle évolution et quelles peuvent être les conséquences de cette évolution sur le prestataire, mais aussi sur les commerçants du marché Cervantes? Je compte donc sur notre collègue Gérard Gaillet pour nous apporter plus de précisions sur l'évolution de ces tarifs et nous rappeler les difficultés de ce secteur d'activité. Je vous remercie. Intervention, c'est vrai que voilà 20 ans environ que ce projet est dans les tuyaux. Il aboutit enfin. Nous n'avons pas ménagé notre peine, aussi bien pour la requalification de tout le secteur Bargue, Falguière, Platon, dont c'est finalement le premier acte, et qui pourra donc aboutir à partir du 1er avril. Les travaux ont été réalisés. Il reste quelques aménagements à faire, mais la direction de la voirie m'a confirmé que le 1er avril, le marché serait en place dans les conditions que vous avez indiquées. Donc, très bonne chose. Les marchands sont très satisfaits. Et je pense que là, nous aurons une revitalisation de ce marché qui a failli disparaître. Heureusement, qui a pu se maintenir, notamment grâce à la très bonne qualité de ces commerçants, et qui a augmenté d'ailleurs le nombre de ces marchands. Donc je pense que là, c'est vraiment une très bonne chose qui puisse se dérouler pour ce marché. Y a-t-il d'autres interventions? Sinon, je passe la... Monsieur Sidbon. Très brièvement, pour aller dans votre sens, effectivement, on se réjouit que ça aboutisse. Un quartier que je connais bien, et je crois que pour le marché, ça va être vraiment une nouvelle impulsion, un nouveau départ pour ce marché qui avait tendance un peu à être moins fréquenté. Et par ailleurs, pour signaler également que toute la réhabilitation qui va avoir lieu dans ce vaste espace Bargue-Falguière
se fait grâce au budget participatif. Ça, on peut dire qu'on est en phase d'idéation du budget participatif. Donc, encore une preuve que ce budget participatif, les habitants l'emploient avec intelligence. Et ça va vraiment permettre de réinventer, effectivement, comme le disait mon collègue, une vraie place Kandinsky, qui en a bien besoin. Donc, évidemment, on se réjouit et on va j'abonde dans votre sens là-dessus. Voilà. Voilà, donc un beau projet porté par tous. Monsieur Gaillet souhaite dire un mot comme rapporteur. Oui, monsieur le maire, ma chère collègue, pour répondre aux observations fondées de notre collègue Olivier Rigaud, je dirais qu'il est vrai que la ville avait beaucoup trop augmenté ses redevances du concessionnaire qui se reportent sur les commerçants, puisque nous étions passés de 2015 à 39 000 euros, en 2018 à 165 000 euros. Je remarque que le combat que nous avons mené commence à porter ses fruits, puisque la redevance 2018 était à 165 000 euros et celle de 2019 repasse à 134 000 euros. Ça, c'était ma première observation. La deuxième observation, je voulais vous dire, monsieur le maire, que les commerçants du marché vous remercient pour avoir porté depuis des années ce dossier qui connaît enfin une heureuse conclusion. Il faudrait que le report de janvier à avril soit le dernier report d'une liste trop longue. Je vous invite, mes chers collègues, à voter positivement sur ce dossier. Bien, je le soumets aux voix. Qui est pour? Contre, abstention, il est adopté. Le 19 DE 51, marché découvert alimentaire, évolution des droits de place applicables aux commerçants. Monsieur Jean-Philippe Pierre. Ah, c'est Monsieur Rigaud? Pardon, excusez-moi. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, tout à l'heure, Oui, d'accord. lors du projet de délibération 2019 DU 65, je pointais du doigt une incohérence de la ville de Paris qui nous propose, lors de ce même conseil d'arrondissement, d'une part de voter au titre de l'exercice 2019 une exonération d'un mois de divers droits de voirie liés à l'exploitation d'une terrasse ou d'un étalage pour les commerces soumis à ces droits en 2018 et situés dans les périmètres de réquisition ou ayant subi des dommages matériels dans le cadre des manifestations liées au mouvement Les Gilets jaunes. Et d'autre part, par le biais de ce projet de délibération 2019 DE 51, d'augmenter au 1er janvier 2019 le montant de la taxe par mètre linéaire de vente et par jour de marché. Celle des commerçants abonnés, soit 4,32 € hors taxe, par mètre linéaire de vente et par jour de marché, et celle des commerçants volants, soit 5,85 € hors taxe. En outre, ce même projet de délibération prévoit une autre augmentation de ces taxes à compter du 4 janvier 2020, date de début de la nouvelle délégation de services publics accordée aux sociétés qui assureront l'exploitation et le fonctionnement de ces marchés, la société d'Adoum dans le sud-ouest de Paris. Or, de 2015 à 2019, ces tarifications ont augmenté de 58%, ce qui semble très peu raisonnable et explique en partie le départ de commerçants sur certains marchés. Tout à l'heure, je mentionnais le marché Lefebvre, marché qui périclite aux grandes dames des commerçants, mais aussi des riverains, les clients. Faut-il rappeler que notre arrondissement est pourvu de plusieurs marchés alimentaires, 6 au total, ouverts au moins 2 jours par semaine. Par ailleurs, ces marchés participent à la vie économique de nos quartiers. Leur rôle est bien d'approvisionner en produits frais et de qualité les habitants de notre arrondissement. Dans certains quartiers, ils viennent suppléer les manques de commerce alimentaire et dans d'autres, ils redynamisent l'activité commerciale locale. Dans ces marchés, on y trouve de tout, pour toutes les bourses, toutes les qualités, ce qui en fait leur convivialité et leur attractivité. Dans ce secteur d'activité, un commerçant commence en général à travailler sur un marché, puis une fois son capital constitué, s'installe dans un magasin. Mais aujourd'hui, cette chaîne semble brisée, de sorte que les difficultés des commerçants non sédentaires peuvent se traduire par un appauvrissement du commerce sédentaire.
Et au dire des commerçants non sédentaires que je rencontre dans le cadre de ma délégation, ces augmentations de taxes les impactent de façon significative, notamment sur certains secteurs de notre arrondissement, où la concentration de logements sociaux concourt à une diminution du pouvoir d'achat sur le secteur et par conséquent à celle de leur chiffre d'affaires. Prenant en compte les difficultés du secteur et celles induites par les manifestations liées au mouvement Les Gilets jaunes, je m'interroge donc sur la pertinence de ces augmentations de taxes. Bien, merci. Il est vrai que nous avons là une très grave difficulté pour les marchés découverts. J'ai là quelques statistiques qui montrent que depuis 2001, par exemple, la variation des tarifs pour les volants entre 2000 et 2018 a augmenté de 73%. Et depuis 2009, de 50%. Les tarifs pour les volants, mais l'évolution est du même acabit pour les marchands fixes. Et si on compare avec d'autres villes, on se rend compte que là, vous avez des droits à ça, soit pour les abonnés 4,32 € ou 5,85 pour les volants. Je prends Marseille, c'est 2,50 €. Pourtant, la commercialité n'est pas forcément aussi, enfin beaucoup plus basse à Marseille. Si je prends des villes proches comme par exemple Boulogne, on se trouve avec une redevance de 2,50 €, donc la moitié. J'ai vu aussi pour Ivry, par exemple. Ivry, on est à 3 €. Donc, on est à Paris, sur les marchés parisiens, avec des tarifs pour les marchands qui sont à peu près le double de ce qu'ils sont en banlieue ou en province. Enfin, quand je dis en province, je compare avec des grandes villes, évidemment, genre Marseille, et puis qui ont considérablement augmenté. Je dis 70% d'augmentation pour les volants. De surcroît, il faut bien se rendre compte que, alors que rien n'est fait pour favoriser l'amélioration finalement des marchés, leur attractivité par la collectivité parisienne, ce sont des contraintes sur contraintes qui leur sont imposées, notamment dans le dernier règlement intérieur que nous avons voté, que d'ailleurs nous avons voté contre dans cette assemblée, avec, on peut le comprendre d'ailleurs, mais des contraintes quand même supplémentaires en matière de collecte et de déchets et de tri des déchets, de nettoiement, de contraintes en matière de développement durable, d'économie sociale et solidaire, de modification, de changement de toutes les flottes de camions qui sont en général au diesel. Bref, tout ça va nous amener finalement à voir ces marchés découverts qui sont déjà pas en très bonne forme économique péricliter encore davantage. C'est la raison pour laquelle voilà, même si dans ce projet de délibération l'augmentation est moindre que ce qu'elle aurait pu être, en fait, c'est ça le fond, nous ne pouvons suivre avec une augmentation nouvelle de la tarification pour les marchands, qu'ils soient abonnés ou volants, alors qu'il y a eu des augmentations tellement considérables depuis ces dernières années. Monsieur Gaillet. Non, appuie sur ton micro. La concession actuellement des augmentations tarifaires de 2,5% pour les commerçants abonnés et 5% pour les volants. On nous propose une petite décélération dans la nouvelle, nous en prenons acte, mais comme nous l'avons dit il y a 2 séances, cette augmentation n'a pas lieu d'être. Nous demandons un moratoire, car allez voir les marchés tels qu'ils fonctionnent le mardi à Courmention, le mardi à Saint-Charles, il n'y a plus suffisamment de commerçants sur les marchés. Donc si on veut espérer arrêter cette hémorragie, il y a intérêt à faire un moratoire sur les augmentations des droits des concessions. Donc en conséquence, je vous propose de voter contre cette délibération. Vous auriez pu ajouter d'ailleurs, mon cher collègue, par exemple, le marché Lefebvre, où en semaine, il n'y a plus qu'un commerçant qui vend des légumes. Surtout le marché Lefebvre, c'est un commerçant, c'est pas 2, c'est un. Deuxièmement, je me suis rendu compte aussi, en allant sur les marchés chaque week-end et récemment, que même nos marchés du 15e sont impactés par les manifestations de Gilets jaunes. J'étais sur Breteuil samedi, vers midi et quelques,
et quelle ne fut pas ma surprise de voir les autorités demander à certains marchands de déguerpir avant 13 heures en fonction du cortège de la manifestation qui passait sur Montparnasse, Invalides, pas loin de Breteuil. D'ailleurs, la place Breteuil était fermée, d'ailleurs, ce qui en plus réduit la clientèle. J'ai vu aussi la semaine précédente, le samedi précédent, que sur le même marché de Breteuil, il avait été intimé l'ordre à tous les marchands de suspendre leurs activités commerciales à partir de 13 heures, ce qui fait perdre environ 1 heure de commerce à ces marchands. Et évidemment, sans dire que un certain nombre de clients ne sortent plus, voilà. Mais voilà, il y a donc aussi une perte de recettes due aux manifestations de Gilets jaunes sur nos propres marchés du 15e, qui pourtant n'ont pas droit à un dédommagement, comme ceux du 16e ou du 17e ou autres qui ont été touchés, ou du 11e, ce qu'on peut considérer comme effectivement normal dans la mesure où ces marchés n'ont pas été interdits de toute la matinée de samedi, mais où quand même ils ont perdu des recettes. Donc moi je pense que là aussi il y a des dédommagements donnés, ou en tout cas des réductions de droits de place pour ces marchands qui ont été empêchés de travailler chaque samedi. Voilà, donc nous soumettons aux voix ce projet de délibération avec un avis défavorable de l'exécutif, qui est pour, la gauche qui est contre. Majorité, merci, il est rejeté. 20 DDCT 13, subvention de 159 500 € à 12 associations au titre de l'intégration pour des projets visant à favoriser l'accès au droit et à l'apprentissage du français. Pour lequel il s'agit de l'association À tout court pour un montant de 26 000 €. Merci. Le 21, DJS 94, qui est l'approbation du règlement des équipements sportifs municipaux, avec intervention de M. Lauzin. Merci, Monsieur le maire. La délibération présentée nous propose d'évoquer le règlement des équipements sportifs municipaux. L'un des règlements date de plus de 40 ans. Il était temps que l'on se penche sur ce dossier afin de l'ajuster à la réalité. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'il me paraît nécessaire d'évoquer par cette délibération les défauts d'entretien et d'ouverture des équipements sportifs. Je me dois aussi d'évoquer les difficultés rencontrées par les associations qui ont vu la multiplication par 4 les tarifs d'occupation des équipements sportifs en juillet 2012 par exemple, que très partiellement compensés par des subventions allouées par la mairie centrale. Également, et éternelle ritournelle que j'entends lorsque je reçois des associations sportives, il conviendrait que l'attribution des créneaux horaires puisse relever de la compétence du maire d'arrondissement, qui sont du reste inscrits à leur inventaire. Ce point avait fait l'objet, rappelez-vous, d'un vœu déposé en Conseil de Paris en décembre 2017. Sur ce vœu, qui avait été rejeté par l'exécutif parisien, il avait été décidé en rajout de ne plus faire mention du tout de l'attribution des créneaux horaires, ni la mairie centrale, ni les maires d'arrondissement. Mais finalement, après un correctif, l'attribution des créneaux horaires est restée du ressort de la mairie centrale. C'est pour cela qu'il me semble nécessaire, mes chers collègues, par cette délibération, de pouvoir clarifier ce point sur la compétence d'attribution des créneaux horaires sportifs qui doit être incluse dans le règlement des équipements sportifs. Merci de votre attention. Merci. D'autres interventions, monsieur? Oui, Adil Mifani. Oui, effectivement, sur un sujet qui en comporte bien d'autres, mais qui, on le comprend pour notamment les clubs et associations et centrales, à savoir la répartition des créneaux. Le sujet est, à vrai dire, compliqué à regarder uniquement du point de vue des arrondissements, quand on sait que pour des licences sur des sports qui sont non moins majeurs, tels que le football ou le rugby, il n'y a aucun terrain sur les 11 premiers arrondissements de Paris, et que donc il y a nécessité pour ces clubs de trouver des créneaux dans des arrondissements qui ne relèvent pas de leur domiciliation. La difficulté à
descendre complètement au niveau de l'arrondissement l'attribution de ces créneaux emporterait des risques sur les clubs qui, j'en conviens, ne relèvent pas du 15e arrondissement, mais qui ont malheureusement souvent besoin, faute d'équipements et de surface disponibles, de l'aide des autres arrondissements pour continuer à vivre. Donc c'est effectivement un sujet de débat, mais nous proposerons pour notre part de voter favorablement à l'approbation de ce nouveau règlement qui est, comme cela a été dit, bienvenue après 40 ans de vie du précédent. Monsieur Loriot. Oui, merci, monsieur le maire. En fait, le problème auquel on est confronté ce soir, c'est que on n'attendait pas ça. Ça fait 40 ans qu'on attend, donc ça fait longtemps qu'on a fini d'attendre ce toilettage, mais qu'on est confronté à un texte qui est vraiment pas à la hauteur du rendez-vous qui était le nôtre. Il est d'abord évoqué dans le texte, alors pêle-mêle quelques remarques. J'ai parcouru ce document comme vous, je l'ai même lu attentivement. Il évoquait la concertation avec la mairie d'arrondissement. Alors c'est vrai qu'on arrive à travailler relativement bien avec les services de la ville et la DGS et avec les collègues en charge du sport. Mais alors vraiment, pour le coup, là, en termes de concertation, d'élaboration de ce document, je dois avouer que c'est quasiment zéro, c'est-à-dire il ne s'est rien passé, donc c'est un peu dommage, c'était un premier rendez-vous manqué. Et puis, comment accepter que quand on toilette un règlement et qu'on écrit un nouveau règlement, on prend une page blanche, on écrive quelque chose alors qu'on sait pertinemment qu'on n'a aucun moyen et aucune capacité à le faire appliquer. Alors, je vous donne des exemples, mais on sait très bien que dans des équipements sportifs, parce que la pratique du sport aujourd'hui, elle est un peu diverse à Paris, il y a des activités commerciales, mais personne ne peut le contrôler et personne va aller surveiller exactement comment se passe le rapport entre le pratiquant sportif et puis la personne qui est l'enseignant et qui encadre l'activité sportive. Moi, j'aimerais bien savoir comment, dans le règlement des piscines, on va vérifier que tous les baigneurs prennent juste avant le bain une douche savonnée, parce que pour aller de temps en temps quand même à la piscine, j'ai jamais vu que quelqu'un surveillait qu'on prenne une douche savonnée avant l'accès au bassin, ni que on puisse demander aux agents d'aller vérifier qu'il n'y a pas de lésion cutanée des baigneurs avant de se mettre dans le bain, comme c'est écrit dans le règlement. Parce que alors là, je trouve que ce serait assez amusant de voir une inspection cutanée des baigneurs, comme c'est écrit dans le règlement. On sait pertinemment aussi, quand on s'intéresse aux créneaux sportifs, qu'il y a des sous-locations de créneaux et que de temps en temps, il y a des petites transactions entre les clubs sportifs. Mais comme on n'a pas les moyens de le vérifier, on ne le fait pas. Alors pourquoi écrire à ce moment-là un règlement dans lequel il est écrit que c'est interdit alors qu'on sait qu'on ne pourra pas le vérifier? Et puis, de la même manière, sur le règlement spécifique des usagers des espaces de glisse, il est souhaité que ceux-ci aient contracté une assurance de responsabilité civile, mais là aussi, quand on sait comment se pratique la glisse et quels sont les pratiquants de la glisse, je vois pas très bien comment on va demander aux agents de la ville d'aller vérifier s'ils ont chacun leur petite assurance de responsabilité civile. Bref, ça sert à rien de mettre des règles et de vouloir mettre des règles si on sait pertinemment qu'aujourd'hui, l'état des services de la DGS et des agents qui sont en charge ne leur permet pas d'aller faire appliquer ce règlement. S'agissant de l'attribution des créneaux, il y a aussi une double problématique. Là, on sait très bien que les créneaux et l'attribution des créneaux, c'est un vrai outil de politique sportive. C'est pas un outil de politique politicienne, c'est un outil de politique sportive. Ça permet de donner des créneaux associatifs à des associations qui, par exemple, développent le sport handicapé, développent l'accessibilité au sport à des populations qui en ont plus besoin et qui ont plus de difficultés à y accéder. Et pour autant, on a des marges de manœuvre qui sont très limitées. Alors, je vois pas très bien non plus comment, puisqu'on n'arrive pas à le faire au quotidien, et ça fait quelques années que je suis en charge du sport dans le 15e, comment on va faire respecter cette fameuse retrait de créneaux dès lors qu'il n'y aura pas eu 3 fréquentations successives d'un créneau par une association? C'est illusoire. Alors pourquoi écrire ça dans un règlement alors qu'on sait très bien que ça ne va pas être respecté? Et puis il y a d'autres choses qui sont incohérentes. Il est interdit d'avoir des activités ou quasi interdit, sauf des autorisations expresses de la ville, d'avoir des activités autres que sportives dans les équipements, alors qu'on sait très bien que parce qu'on n'a pas d'autres équipements à Paris, on fait autre chose dans les équipements sportifs et que de temps en temps, on est bien obligé d'accueillir des manifestations à but confessionnel parce qu'il n'y a pas d'autres lieux de réunion dans les équipements sportifs. Alors pourquoi encore faire ce règlement-là alors que c'est pas la réalité de la pratique et de l'utilisation des équipements sportifs? Enfin, aucun mot
sur les obligations de la ville elle-même. C'est-à-dire qu'on écrit ce que doivent faire les pratiquants, ce que doivent faire les associations, mais quid de l'entretien des équipements, quid de l'état sanitaire des équipements et des équipements et des obligations des agents de la ville en termes d'entretien, par exemple des piscines, parce que c'est un sujet très récurrent. Moi, je ne sais pas combien de fois par jour, avec quelle procédure sont nettoyées les piscines dans le 15e. Et récemment, il y a eu des problèmes très graves à ce sujet. Il n'y a pas de protocole de traitement des eaux écrit partout, affiché. Il n'y a pas de niveau de qualité dans ce nouveau règlement. Donc tout ça, moi je trouve qu'on n'est pas au rendez-vous. On nous soumet un texte qui est améliorable, et donc je préfère m'abstenir sur ce type de document. Oui, d'autant plus que c'est vrai que le défaut d'entretien est patent. Je n'évoque pas non plus les nombreuses options de travail là, de certains personnels, notamment dans les piscines, c'est vrai. La multiplication par 4, quand même, des tarifs d'occupation des équipements sportifs en juillet 2012, ce qui évidemment frappe de plein fouet les associations sportives qui, de surcroît, n'ont plus de réserve parlementaire puisque le gouvernement a supprimé la réserve parlementaire, a supprimé aussi un certain nombre d'emplois aidés, et puis il y a aussi une diminution de subventions de la part du ministère des Sports, qui aujourd'hui est en voie de disparition complète. Hein, c'est l'objectif gouvernemental. Tout ça, évidemment, impacte de façon très importante les associations sportives qui ont beaucoup de difficultés à survivre. C'est vrai aussi que il y avait un accord entre la municipalité parisienne et les maires pour que soit les maires d'arrondissement soient consultés, soit que on supprime toute référence aux attributions de créneaux. Bon, ça n'a pas été fait. Nous déposerons un amendement en ce sens au Conseil de Paris. Voilà beaucoup de raisons, bien sûr, pour au moins s'abstenir en attendant les réponses qui nous seront fournies au Conseil de Paris. Donc, je soumets aux voix qui est pour la gauche, qui est contre. Personne, sauf Monsieur Jean-Philippe Pierre. Non, pardon. Non, mais c'est la liberté. Qui s'abstient? Voilà, merci. Donc, il est adopté avec les voix de la gauche. Le 22 DGS 95, approbation d'un tarif relatif à la location et utilisation des clubhouses au sein des équipements sportifs municipaux. 23 DAC 6, convention d'occupation du domaine public avec l'association Théâtre Sylvia Montfort. 24 DAX 212, subvention de 35 000 € et convention avec l'association Immanence. 25 DAC 611, subvention 905 000 € et convention avec 30 sociétés. En fait, il s'agit d'une subvention de 60 000 € aux 2 cinémas Chaplin 14 et 15e. Je vous propose d'étudier de façon groupée les 26, 27 2019 DASCO 6 collèges publics parisiens, subvention de 399 923 € au titre du budget participatif des collèges. Et 2027 DASCO 9 collèges publics parisiens, dotation de fonctionnement de 47 860 € et subvention de 74 808 € et de 201 207 € au collège du 15e, avec pour le collège Debussy, mobilier extérieur 40 000 €. Avec également le collège Camissé, dotation complémentaire de fonctionnement service général 1806 €, Modigliani 1100 €, Debussy remplacement de 3 bandeaux défectueux de porte coupe-feu 2233 €, de Stahl mise en conformité du système de sécurité incendie pour 6105 €. Voilà donc pour ces collèges, je vous informe, enfin je vous informe, vous pourrez constater que ces collèges sont donc soumis maintenant à notre vote et à notre appréciation, puisque depuis le 1er janvier de cette année, le département de Paris a été supprimé. Nous n'avons plus donc de délibération au Conseil général, elles sont toutes, elles relèvent toutes du Conseil municipal. Donc c'est la raison pour laquelle je les soumets au vote. Qui est pour? DASCO 6, merci. DASCO 9, pour. Abstention, opposition, merci. Le 28, DFPE 36, subvention de 1 333 626 € et subvention de 316 225 € et avenant à l'association UDAF
pour ces 9 établissements d'accueil de la petite enfance, qui concerne l'établissement Necker dans le 15e, 149 rue de Sèvres, pour 93 133 €. 29 DFP 69 subventions et avenants 4 de 144 555 € à l'association La Ribambelle. 30 d'AZES 8 subventions de 1 267 400 € et conventions avec 14 espaces de proximité intervenant dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention unique de la ville de Paris avec ces associations. Pour le 15e, il s'agit d'Animum de Beaugrenelle pour une dotation de 93 600 €. Voilà. Ensuite, le 31 d'AZES 32, 11 subventions de 264 000 € à 10 associations relatives au financement en fonctionnement d'actions d'aide alimentaire à destination de personnes et de familles démunies à Paris, qui concerne pour le 15e Out Secours Alimentaire, dans le 15e, pour 85 000 €, et le relais Frémicourt pour 7 000 €. Également la Croix-Rouge française, 15e, pour 12 000 €. 32 d'AZES 46, subvention de 20 000 € et convention avec l'association Ensemble aux frères voisins pour les actions mises en œuvre au titre de l'exercice 2019. Merci. Je vais maintenant soumettre de façon globale à votre vote les délibérations n'appelant pas de discussion. Je donne donc un vote positif qui est pour, contre, abstention, merci. Maintenant, nous avons un vœu à étudier qui est un vœu présenté par le groupe des Républicains et autres, l'IMODEM, pour la sécurisation des écoles et crèches parisiennes. Il est présenté par Monsieur Martinez. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, je voudrais faire une petite remarque. En 2018 et début 2019, à la suite d'intrusions et dégradations dans divers établissements municipaux, crèches et écoles en particulier, la police et la DPSP ont révélé des faiblesses et des dysfonctionnements concernant la protection des personnes et des biens. Les élus concernés pourraient-ils nous éclairer sur cette question préoccupante dans le cadre du vœu qui concerne en particulier la sécurité de nos enfants dans les écoles et dans les crèches? Merci. Merci, Monsieur Martinez, pour votre esprit de synthèse. Et donc, je vais passer la parole aux deux adjointes compétentes pour les crèches et pour les écoles. Madame Malassi, pour les crèches. Alors, qu'est-ce qui se passe? Appuyez. Oui, appuyez. Appuyez. Ça marche pas. Rouge. Micro. Ça y est, j'ai appuyé. Non, votre micro marche pas. Ah, il marche. Ça y est. En effet, après les attentats de 2015, la ville avait consacré un budget conséquent pour équiper ses établissements d'accueil petite enfance en visiophonie et en alarme anti-intrusion, considérant qu'il était indispensable, évidemment, de protéger au maximum les enfants et les personnels. Malgré ces efforts, certains établissements ne sont pas encore équipés et l'intrusion dans la crèche Morillon, qui a été totalement saccagée en octobre dernier, a permis de constater que celui-ci n'avait ni visiophonie ni alarme anti-intrusion. La police, venue sur place pour un audit de sécurité, a fait un certain nombre de préconisations, notamment en conseillant d'installer ces deux équipements indispensables pour la sécurisation des lieux. J'ai depuis fait un recensement des établissements où ces installations étaient nécessaires. Il s'agit de 3 crèches, la crèche Cambronne, la crèche Quintigny, la crèche Capitaine Drone. Le maire de cet arrondissement, Philippe Goujon, a donc décidé, quant à lui, de financer celle de Lacordaire, Cauchy, Convention et surtout Morillon. Elles seront ainsi toutes équipées en visiophonie. Quant à l'alarme anti-intrusion, elle est souhaitée aussi dans plusieurs crèches.
celles de Santos-Dumont, Jules Dupré, Lovendal, Clément Millonnet et Morillon. Il est surtout à noter que dans les établissements qui en sont pourvus, plusieurs ne fonctionnent pas, et c'est pourquoi j'émets le vœu qu'un état des lieux soit effectué pour remettre en état les appareils défectueux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Rolgen. Il faut appuyer sur le micro, merci. En effet, comme l'a rappelé mon collègue Hubert Martinez et ce qui a été confirmé par Madame Malassi, les établissements, pour ma part les écoles, connaissent en ce moment de nombreux actes d'intrusion et nous en avons l'école maternelle Morillon, on a encore été victime ce week-end. Mais je ne vais pas doubler cette intervention. Moi, je voudrais surtout intervenir sur le PPMS, qui est le plan particulier de mise en sécurité des établissements publics dans le cadre des protections anti-intrusion Vigipirate. Et ce plan de particulier de mise en sécurité a eu lieu pour toutes les écoles parisiennes sur le temps de l'interclasse le samedi 22 novembre. Il était destiné à évaluer ce système de protection. Et un certain nombre de dysfonctionnements a été constaté. Et il est important que cet exercice serve de base à l'évaluation de ce dispositif et que la mairie de Paris prenne les dispositions nécessaires pour mieux protéger les personnels et usagers d'éventuelles attaques terroristes. Ainsi, lors de cet exercice, où je précise, j'ai été nommée par la DASCO, je n'ai pas choisi mon école, j'ai été nommée observatrice à l'école d'Ombal et j'ai pu noter un certain nombre de problèmes inquiétants pour la sécurité des élèves. Je tiens cependant à remercier d'abord les enseignants et les animateurs qui ont extrêmement bien préparé les élèves à cet exercice qui s'est déroulé dans le calme le plus parfait. Mais que faire lorsque l'alarme anti-intrusion ne se déclenche pas et qu'un personnel doive se déplacer dans les couloirs en criant « Alerte attentat, alerte attentat ». Que faire lorsque des enfants sont cachés dans des salles dépourvues de clés pour s'enfermer ? Que faire lorsque les enfants sont en train de déjeuner et que les réfectoires n'ont pas de vitres opaques qui empêchent de détecter la présence d'enfants? Que faire lorsque des enfants sont cachés au rez-de-chaussée dans un coin de cour, mais parfaitement visible du premier étage? Cet exercice doit donc pouvoir permettre de réexaminer la situation et de trouver des solutions, car ce n'est pas la seule école qui a rencontré ce genre de problème. Quasiment toutes les écoles en ont rencontré. Le maire du 15e a envoyé le 13 décembre un courrier à la directrice de la DASCO au sujet de cet exercice PPMS, courrier resté sans réponse à ce jour. Il n'est pas pensable qu'une réflexion n'aboutisse pas suite à cet exercice. Comment continuer à admettre que des groupes scolaires partageant des locaux de collège ou lycée n'aient pas la même sonnerie d'alerte et que les exercices ne soient pas faits au même moment? Pour cette raison, je vous demande de voter ce vœu afin que les maires d'arrondissement aient connaissance des résultats des exercices PPMS et puissent remédier aux dysfonctionnements constatés. Je vous remercie. Monsieur Sidbon pour l'explication de vote. Bon, bref, il faut d'abord rappeler que en très très peu de temps, la ville a dû faire face, suite aux attentats que nous avons subis, à l'équipement de ces alarmes anti-intrusion dans les différentes écoles et que la ville fait un très gros effort pour que ce soit le cas dans toutes les écoles. L'explication de vote, nous on va s'abstenir sur ce vœu. Sur la question de la demande de disposer du retour de l'exercice PPMS, ça, évidemment que ça ne pose pas de problème et je pense que ça devrait être le cas prochainement. Sur ce qui est évoqué dans le vœu, les grilles d'enceinte, notamment aux frères voisins, c'est pareil, il faut que dans un avenir pas trop lointain, ça puisse être fait. Les alarmes anti-intrusion, je rencontre également des directrices d'école, et pour tout vous dire, dans la propre école de mon fils, elle ne fonctionne pas. Après, le tableau que vous peignez est un peu noir, parce qu'il est inexact de dire que dans toutes les écoles, il y a eu des problèmes. Bon, donc il y a... Oui, vous n'avez pas dit quasiment. Non, et je crois que c'est pas quasiment. On pourra regarder en détail, voilà. En tout cas, pour faire court pour ce soir, je
c'est un vrai sujet. Il faut qu'on progresse. La ville a fait un effort considérable. Après, sur la question des visiophones, dans un contexte budgétaire restreint, le visiophone n'est pas l'alpha et l'oméga partout. Et donc, du coup, il n'est pas nécessaire partout quand il y a une visibilité qui peut se faire autrement. Donc voilà, donc faut regarder les choses au cas par cas. Après, que les maires d'arrondissement puissent disposer du retour, ça me paraît normal. Mais c'est ce qui explique que, en tout cas, on s'abstiendra sur ce vœu. Oui, il est vrai que nous avons là l'obligation d'assurer une sécurisation totale et prioritaire par rapport à d'autres dépenses de la ville, des écoles et des crèches, par rapport à une menace terroriste qui est durable, permanente, imminente. On l'a bien vu encore cet hiver, marché de Noël de Strasbourg. Tout peut arriver, et c'est vrai que les attentats terroristes, les premiers datent de 2015, que depuis, c'est vrai, la ville a voté un plan, mais pour avoir réuni les directeurs d'école après l'exercice d'alerte de toutes les écoles parisiennes, ceux-ci ont confirmé dans beaucoup de cas, alors on peut dire quasiment, qu'il y avait des problèmes de toutes sortes. Tous ne pourront pas être réglés, mais il y en a beaucoup qui devraient l'être, et surtout, il y a beaucoup de directeurs qui nous ont rapporté qu'ils avaient fait plusieurs observations successives à la DASCO, à la ville, et que les choses n'avaient pas été soit réparées, soit arrangées, etc. Alors, je sais que tout ça est lourd, mais c'est vraiment une priorité absolue que d'assurer la sécurité des enfants et des élèves dans les écoles et dans les crèches. Et ça doit vraiment l'emporter sur tout le reste. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé ce vœu et que je vais soumettre aux voix avec un avis favorable, bien sûr. Donc, qui est pour? Contre? Abstention de la gauche, merci. Quelques informations diverses pour terminer. Alors, les dates des prochains conseils d'arrondissement: 18 mars, 29 avril, 27 mai, 24 juin. Informations diverses, je vous rappelle les vœux demain. Vœux sport, association sociale, diversité et culture. Le jeudi 24 janvier à 12h30, vœux aux autorités religieuses. Le samedi 26 janvier, vœux à la maison de la vie associative. Le 28 janvier à 19h, le grand débat à la mairie du 15e. Le 30 janvier, 19h, réunion sur le budget participatif. Le jeudi 7 février, la nuit de la solidarité, 2e édition. Et donc, je vous invite au bal, mesdames. Non, mais je ne fais pas danser les messieurs. Voilà, le vendredi 15 février, c'est pas le 14, c'est dommage. Le 15 février, pour le 90e anniversaire de l'inauguration de la salle des fêtes de notre mairie, qui a été inaugurée par le maréchal Lyotet. Monsieur Jérôme Loriot connaît bien ces classiques. Inauguré à l'occasion d'un bal de la Caisse des écoles, d'ailleurs. Donc, voilà. C'est un bal masqué, donc amenez votre masque. Et sur ce, voilà, la séance est levée.